mes différents bureaux sont tellement encombrés que les éboulements et le refus de s'interrompre pour ranger, pour y voir clair, et même l'impossibilité parfois de tracer une surface de réparation, quoi, une zone de travail, font que je quitte le bureau et je descends travailler dans la voiture. Je me fais une petite bulle d'espace vierge. Enfin, je ramène juste le passage dont j'ai besoin, et là voilà. Et puis j'écris toujours de toute façon, d'abord à la main et au stylo, au feutre de différentes couleurs, et il n'y a pas de raison que ça change, et donc ça ne changera pas. Quand j'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans, j'étais toujours hanté par la description des voitures. Donc j'avais les petits modèles réduits, les Dinky Toys, autour de mes feuilles. Et puis l'une d'elles, c'était une Rover P410 de 1960. Et aujourd'hui, j'écris à l'intérieur de cette voiture-là, mais j'ai toujours le modèle réduit. C'est les points de repère de l'enfance. C'est pas le refus ou la peur du temps qui passe, mais c'est la joie de sentir que l'énergie vitale, le noyau dur de tout ce qui m'a amené à la littérature, à l'imaginaire et à la vie donnée sur papier, tout ce qui était là à 8 ans, c'est toujours ce qui est aux commandes de l'adulte que je suis devenu. Besoin de quelques petits points de repère qui sont ce n'est pas du fétichisme, c'est plus de la sensualité dans le rapport à l'objet, au stylo, au clavier, aux ratures, au dessin que je fais dans la marge. C'est mon aire de repos et mon espace de travail à la fois, quoi. Le lieu où je passe le plus clair de mon temps, en pleine forêt, il y a de grands vieux arbres présents et absents. J'ai perdu mes 2 arbres de cœur qui étaient 2 poiriers de près de 400 ans qui se sont retrouvés dans mon roman Le journal intime d'un arbre, c'est-à-dire comme lorsque mon père est mort, j'ai écrit Le père adopté, quand le grand poirier est tombé. J'ai écrit Le journal intime d'un arbre pour essayer d'exprimer la conscience de cet arbre, tout son vécu, et rentrer dans sa conscience. De la même manière que des absents humains de notre vie qu'on a beaucoup aimés continuent à nous envoyer leur énergie à travers le souvenir, la trace de ce qu'ils ont laissé et tout. Pour moi, c'est pareil pour ces 2 arbres. Je pris au contact des arbres avec une intensité peut-être supérieure à celle que je ressens dans les lieux de culte ou de pèlerinage, parce qu'on est dans l'ordre de l'intime, d'un mystère très concret, très vivant. Puis voilà, c'est une dimension, je ne sais pas si j'ai été un arbre, en tout cas je l'ai été grâce à la littérature. Quand j'écrivais Le journal intime d'un arbre, je crois que j'ai en moi l'immobilité volatile des végétaux. La littérature offre cette extraordinaire possibilité et ce privilège. Personnellement, quand j'ai perdu beaucoup de gens très chers à mon cœur, quasiment toute ma famille, comment font les gens qui n'ont pas l'écriture à leur disposition pour remettre en vie ce qu'ils aiment? C'est une question, vraie question que je me pose même face à la détresse des autres. Ma détresse à moi a ce moyen d'expression, de reconstruction, de retourner dans le temps où il était vivant et de faire de ce temps-là une réalité plus forte que celle qui se déroule autour de moi. C'est pas refuser la mort, c'est justement de remettre la vie à égalité de traitement. Je l'avais vu en écrivant Le père adopté, en écrivant Une vraie mère ou presque, c'est la même chose, c'est-à-dire que le fait qu'il y a eu la mort du père ou de la mère les rend d'une certaine manière encore plus en vie, parce que ce besoin de les remettre en vie repose sur une absence, un vide qu'il faut combler.
suis intimement persuadé que la vraie gravité passe par l'humour, et non pas par la pesanteur, non pas par le pathos, par l'enfermement dans le désespoir, et qui peut donner des accents sublimes, mais qui peut aussi assécher le cœur, l'espoir. Non, moi je suis là pour irriguer. D'irriguer, c'est ça qui m'intéresse. Je sens à la fois l'énergie qui monte du sol, qui sort du tronc. Nous sommes ici au Théâtre Montparnasse. Théâtre Montparnasse où s'est créée ma première pièce en 1984. Et alors c'était pas dans la grande salle, c'était dans la petite salle qui est juste à l'extérieur et qui est limitrophe du cimetière Montparnasse. Et on est vraiment là je dirais dans le symbole, le décor de mon roman entre le monde du théâtre, le monde des comédiens et le cimetière, et la vie qu'il y a dans les cimetières. Le narrateur vient de perdre sa mère, comme ça m'est arrivé dans la réalité, et dans ces moments où on cherche à donner des rallonges à la vie d'une personne qu'on a aimée, avec qui il y a eu des tensions, des élans, des difficultés de communiquer parfois. Et puis il conduit la voiture de sa mère, qui est tout ce qui reste d'elle à Nice. Et puis, il fait un excès de vitesse, arrive un PV, mais le PV est au nom de sa mère, et donc elle perd de points. Et puis ça se reproduit le temps que la voiture, que la carte grise soit mise à son nom. Et là, moi, romancier, je me dis, qu'est-ce qui se passe si jamais je gardais cette voiture au nom de ma mère, qu'elle continue à perdre des points, et peut-être qu'un jour, puisque l'administration la croit encore vivante, elle va recevoir une convocation, un stage de récupération de points. Et c'est ce qui se produit dans le roman. Et à partir de là, que faire sinon imaginer d'aller jusqu'au bout de cette situation et d'engager une sosie pour qu'elle se rende à ce stage de récupération de points. Et c'est là que Lucie Castagnol, une comédienne à la retraite qui fait des spectacles de stand-up dans une maison de retraite et qui connaissait la mère du narrateur, va offrir ses services et va apparaître sous l'apparence de cette femme pour se faire engager. Alors d'abord le narrateur ne veut pas, je trouve ça complètement absurde, et puis il va être séduit par cette idée qui est la continuation en fait de son idée à lui. Mais la comédienne ne va pas s'arrêter là, elle va investir complètement le personnage, s'investir dans le rôle et devenir une deuxième Simone. Et en fait, cette sorte de réincarnation de la mère de l'auteur à laquelle elle va se livrer va permettre au narrateur d'enfin pouvoir dire des choses à sa mère et d'enfin pouvoir comprendre des tas de situations et des émotions sur lesquelles il avait fait l'impasse. Je ne pouvais pas, après sa mort, faire comme j'avais fait pour mon père, c'est-à-dire simplement raconter sa vie qui en soi était un roman. Quand j'écris le Père adopté, j'étais porté par tout ce que l'homme de ma vie m'avait donné. Je lui dois mon imaginaire, mon humour, mon jusqu'au boutisme, ma résilience, enfin tant de choses. C'était plus tendu avec ma mère. Ma mère était une sorte de contre-feu et elle a rempli ce rôle nécessaire avec brio, mais j'ai toujours dû un peu me protéger d'elle, me protéger d'un côté un peu envahissant, de manière à pouvoir l'aimer sans lui reprocher la mainmise.
J'ai toujours été un fou de liberté, et mon père était une incarnation de la liberté, et ma mère était plus possessive. Donc j'ai dû faire l'impasse sur des émotions, j'ai dû voilà, contourner des tensions qui, après sa mort, demandaient à être exprimées. Mais il me fallait... Je sentais profondément qu'il me fallait une situation de roman de manière à la remettre en vie. Et quand j'ai eu le déclic justement de la faire revivre à travers une comédienne qui prend son apparence pour un enjeu aussi dérisoire que de récupérer des points de permis de conduire, mais qui ne va pas s'arrêter là, c'est-à-dire qui va dire comme font les comédiens, j'ai besoin de m'imprégner du rôle, du décor, se met à faire l'intrusion, à taper l'incruste au domicile de la mère qu'a repris le narrateur, et à investir sa cuisine notamment, et à refaire ses recettes, qui est un ratage total au début, et puis petit à petit, l'esprit, la mémoire, l'inventivité de la mère se dépose en elle à travers ce travail de comédienne nourri de perfectionnisme, et jusqu'au point d'en faire une vraie mère, ou presque, et permettre à l'auteur de dire et d'exprimer enfin ce qu'il n'a jamais pu lui dire, notamment « je t'aime ».